À Noël, ma belle-mère a fièrement présenté une nouvelle femme à mon mari. J'ai souri doucement. Au fait, la maison est à mon nom, pas au sien. La pièce s'est figée. Je m'appelle Amélie, et jusqu'à il y a 8 semaines, je pensais avoir un mariage parfait avec Laurent Thibault. Nous étions ensemble depuis 7 ans, mariés depuis 4 ans, et je croyais sincèrement que nous construisions quelque chose de magnifique ensemble. Comme j'étais naïve. Les signes avant-coureurs étaient là depuis des mois, mais je les avais mis sur le compte du stress au travail. Laurent travaillait comme conseiller financier dans le cabinet de son père, Thibault et Associés, tandis que je dirigeais mon propre cabinet de conseil en marketing florissant depuis notre bureau à domicile. Les nuits tardives, les appels téléphoniques secrets, le soudain intérêt pour son apparence. J'aurais dû faire le lien plus tôt. Ce n'est que lorsque j'ai accidentellement vu une notification de message sur son téléphone pendant qu'il prenait sa douche que tout a pris sens. À demain soir. J'ai hâte de rencontrer enfin ta famille. H m'a dit que tu leur avais expliqué que nous n'étions que des amis pour l'instant. Le message venait d'une certaine Léa. Mon sang n'a fait qu'un tour quand j'ai compris que H signifiait Hélène, sa mère. Hélène Thibault ne m'avait jamais aimé. Dès l'instant où Laurent m'avait ramené à la maison pour rencontrer sa famille, elle avait fait clairement comprendre que je n'étais pas assez bien pour son précieux fils. Elle aurait voulu qu'il épouse Chloé Dubois, la fille d'une autre famille fortunée de leur cercle mondain. Quand Laurent m'a choisi à la place, une fille de la classe moyenne qui avait financé ses propres études et créé sa propre entreprise, Hélène ne nous l'a jamais pardonné, ni à l'un ni à l'autre. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle s'abaisserait à orchestrer une liaison. Au cours des 8 semaines suivantes, je suis devenu détective au sein de mon propre mariage. J'ai engagé un détective privé nommé Julien Leroy, qui a confirmé mes pires craintes. Laurent fréquentait Léa Martin depuis 3 mois. C'était une agent immobilier de 25 ans qui venait de s'installer en ville, et selon les recherches de Julien, Hélène les avait présentés lors d'un gala de charité que j'avais dû sécher à cause d'une urgence avec un client. Les photos que Julien m'a montrées étaient dévastatrices. Laurent et Léa dans des restaurants où je n'étais jamais allé, se tenant la main en se promenant dans le parc où ils m'avaient demandé en mariage, s'embrassant sur le parking de la salle de sport où nous avions un abonnement de couple. Mais le plus exaspérant a été de découvrir qu'Hélène encourageait activement cette relation, allant jusqu'à organiser des dîners où Léa jouait le rôle de la petite amie de Laurent pendant que j'étais soi-disant parti pour des voyages d'affaires qui n'existaient même pas. Aussi le cœur brisé que je fusse, je suis aussi incroyablement pragmatique. Au lieu de confronter Laurent immédiatement, j'ai commencé à planifier. Mon père m'avait appris à jouer aux échecs quand j'avais 7 ans, et son dicton préféré était « Ne joue jamais un coup avant d'avoir une vue d'ensemble de l'échiquier ». Il était temps d'étudier l'échiquier très attentivement. Tout d'abord, j'ai passé en revue tous les documents légaux liés à notre mariage et à nos biens. Lorsque nous nous sommes fiancés, mon avocate avait insisté pour un contrat de mariage en séparation de biens. Laurent s'en était offusqué au départ, mais je lui avais expliqué qu'en tant que chef d'entreprise, je devais protéger ma société et mes biens personnels. Le contrat était blindé. Ce qui était à moi restait à moi, et ce qui était à lui restait à lui. Plus important encore, la maison dans laquelle nous vivions, une magnifique demeure bourgeoise de 4 chambres dont Hélène se vantait toujours auprès de ses amis, avait été achetée entièrement avec mon argent et restait à mon seul nom. Ensuite, j'ai tout documenté. Chaque dépense professionnelle que Laurent avait facturée sur notre compte commun, chaque dîner client qui était en réalité un rendez-vous avec Léa, chaque mensonge qu'il m'avait raconté sur ses allées et venues. J'ai gardé nos comptes communs actifs, mais j'ai commencé à surveiller chaque transaction en temps réel via les applications bancaires, en faisant des captures d'écran de tout pour m'en servir comme preuve. J'ai créé un tableau de bord détaillé qui ferait la fierté de n'importe quel expert comptable. Puis j'ai commencé à avancer mes pions de manière stratégique. J'ai discrètement ouvert de nouveaux comptes personnels et commencé à y réorienter les revenus de mon entreprise, tout en maintenant juste assez d'argent sur nos comptes communs pour éviter d'éveiller les soupçons. J'ai pris rendez-vous avec mon avocate spécialisée en divorce, Sophie Dupont, qui gérait mes contrats commerciaux depuis des années. J'ai mis à jour mon testament et toutes mes polices d'assurance. J'ai même fait changer les serrures de mes bureaux en centre-ville, où j'envisageais de déménager mon entreprise à temps plein. Mais surtout, j'ai planifié la révélation parfaite. Hélène avait toujours tenu à organiser des célébrations grandioses pour les fêtes. Le repas de la Toussaint avait été inconfortable, Laurent agissant de manière distante et Hélène faisant des commentaires pointus sur les jeunes couples qui s'éloignent et trouvent le bonheur dans des endroits inattendus. Mais Noël était son événement phare,
un dîner de gala pour 30 de leurs amis et membres de la famille les plus proches. Quand Hélène a appelé pour confirmer notre présence, sa voix dégoulinait d'une fausse douceur. « Oh, Amélie, chérie, j'espère que cela ne te dérange pas, mais j'ai invité une charmante jeune femme prénommée Léa à se joindre à nous. Elle est nouvelle en ville et n'a pas de famille dans les environs. Tu sais à quel point je déteste que quelqu'un soit seul pendant les fêtes. » Je pouvais entendre la suffisance dans sa voix, son excitation à peine contenue. Elle pensait me coincer, me forcer à regarder la maîtresse de mon mari jouer à la femme de maison lors de leur fête de famille. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est qu'elle me fournissait la scène parfaite pour ma propre performance. La semaine précédant Noël, je suis allé faire du shopping, non pas pour des cadeaux, mais pour la tenue parfaite pour le dîner. J'ai choisi une superbe robe rouge que Laurent avait toujours adorée, assortie aux bijoux en diamant qu'il m'avait offert pour notre anniversaire de mariage. Je voulais être absolument rayonnante lorsque leur monde s'effondrerait. J'ai également fait une dernière préparation. J'ai appelé mon frère, Jean, et ma meilleure amie, Océane, en leur demandant de se tenir prêts. Je ne leur ai pas tout dit, mais j'ai laissé entendre que j'aurais peut-être besoin de soutien après le dîner de Noël. Tous deux ont promis de garder leur téléphone à portée de main. Le jour de Noël est arrivé, froid et ensoleillé. Laurent a été inhabituellement attentionné ce matin-là, m'apportant le café au lit et me disant à quel point j'étais belle. Je me suis demandé si sa conscience le travaillait ou si Hélène l'avait briefé pour qu'il soit extraordinairement doux avant de me prendre au dépourvu avec leur surprise. Nous sommes arrivés au domaine de la famille Thibault à 18h30 précise. La maison était décorée comme dans un magazine, avec des guirlandes lumineuses et des feuillages parfaits drapés sur chaque surface. Hélène nous a accueillis à la porte, vêtue d'une robe bleu marine qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. « Amélie, chérie, tu es ravissante, dit-elle en m'embrassant sur la joue avec toute la chaleur d'un serpent. Entrez, entrez. Tout le monde a hâte de vous voir tous les deux. » Le salon était rempli des suspects habituels. Le père de Laurent, Georges, sa sœur Camille et son mari Christophe, divers oncles, tantes et cousins, ainsi que plusieurs amis de la famille que je connaissais depuis des années. Mais assise bien en vue sur le canapé, à côté de la place habituelle d'Hélène, se trouvait une jeune femme que je n'avais jamais vue en personne, bien que j'aie étudié suffisamment de photos de surveillance pour la reconnaître immédiatement. Léa Martin était exactement comme je l'imaginais, grande, blonde et d'une élégance parfaite. Elle portait une robe crème visiblement chère, mais d'une modestie appropriée pour un dîner de famille. Quand elle a vu Laurent, son visage s'est illuminé d'une manière qui aurait pu me briser le cœur si je n'y avais pas été préparé. Laurent l'interpella. « Hélène, viens rencontrer Léa. Je lui ai tellement parlé de toi. » J'ai observé la performance de mon mari avec une admiration rancunière. Il réussit à avoir l'air surpris et ravi en serrant la main de Léa, la retenant juste une fraction de seconde plus longtemps que nécessaire. « Léa, quel plaisir. Maman a mentionné que vous étiez nouvelle en ville. » « Oui, j'ai déménagé de Lyon il y a environ 8 mois, répondit Léa d'une voix chaleureuse et amicale. « Votre mère a été si accueillante. Elle m'a dit des choses merveilleuses sur toute la famille. » Je me tenais là, souriante, jouant le rôle de l'épouse dévouée alors que mon mariage se désintégrait sous mes yeux. Plusieurs personnes ont essayé de m'inclure dans la conversation, mais je pouvais sentir l'anticipation sous-jacente dans la pièce. Les amis les plus proches d'Hélène, des femmes qui m'avaient toujours traité avec un dédain poli, m'observaient avec une excitation à peine dissimulée. Le dîner fut annoncé à 20h, et Hélène avait clairement orchestré le plan de table. Laurent était placé directement en face de Léa, tandis que j'étais relégué à l'autre bout de la table, entre son vieil oncle Jacques et la femme de son cousin, Karine, qui avait toujours été gentille avec moi. La conversation coulait sur des sujets que j'avais entendus 1000 fois. Le dernier tournoi de golf de Georges, les exploits des enfants de Camille, les prochaines vacances de la famille à l'île Maurice. Mais je sentais la tension monter au fur et à mesure qu'Hélène ramenait sans cesse la conversation sur Léa, louant sa carrière, son éducation, ses origines familiales. « Léa est diplômée d'HEC Paris, » annonça Hélène pendant l'entrée. « Tout comme notre Laurent. Ils ont tellement en commun. » « C'est très intéressant, » répondis-je doucement, croisant le regard de Léa à travers la table. Une grande école de commerce a dû être une sacrée expérience. Je suis passé directement de ma licence à la création de ma propre entreprise, alors je me demande parfois ce que j'ai manqué. Léa a souri poliment. « Oh, il n'y a rien de mal à apprendre par l'expérience.
votre belle-mère m'a dit que vous aviez votre propre cabinet de marketing. C'est exact. Nous sommes spécialisés dans la gestion de crise et le redressement de réputation. C'est incroyable de voir à quelle vitesse une réputation solide peut être détruite et combien de travail il faut pour reconstruire la confiance une fois qu'elle est brisée. Laurent remua inconfortablement sur sa chaise, mais Hélène insista. Léa travaille dans l'immobilier. Elle est déjà l'une des meilleures agentes de son agence. L'immobilier peut être un secteur tellement basé sur les relations, ai-je fait remarquer. La confiance est primordiale, n'est-ce pas? Les clients ont besoin de savoir que leur agent agit dans leur meilleur intérêt, et non selon un agenda caché. La conversation s'est poursuivie pendant le plat principal, Hélène devenant de plus en plus audacieuse dans ses éloges sur les jeunes qui trouvent leur véritable voie lorsque la vie prend des tournures inattendues. Pendant le service du bœuf en croûte, j'ai remarqué que Léa jetait des regards furtifs à Laurent quand elle pensait que personne ne regardait. Il y avait une véritable affection dans ses yeux, ce qui m'a presque fait ressentir de la pitié pour elle. Elle n'avait aucune idée qu'elle était utilisée comme un pion dans la partie d'échecs d'Hélène, tout autant que moi. Léa, parlez-nous de votre famille, l'encouragea Hélène, la dirigeant clairement vers un autre argumentaire répété. J'ai cru comprendre que votre père travaillait également dans la finance. Oui, il est gestionnaire de portefeuille à Lyon, répondit Léa en se redressant inconsciemment. Il a d'ailleurs fait HEC Paris lui aussi, environ 20 ans avant Laurent. C'est merveilleux, s'exclama Hélène, comme si c'était la coïncidence la plus charmante du monde. Laurent, ne disais-tu pas que tu songeais à développer les services d'investissement du cabinet? Laurent acquiesça, jouant parfaitement son rôle. Nous l'envisageons. Ce serait utile d'avoir quelqu'un avec ce genre de bagage dans l'équipe. J'observais cette performance avec une fascination grandissante. Ils avaient clairement planifié cette conversation, l'avaient probablement répétée plusieurs fois. Hélène établissait systématiquement les références de Léa, ses relations familiales, sa valeur potentielle pour l'entreprise familiale des Thibault. C'était comme assister à un entretien d'embauche déguisé en bavardage. Et Léa, vous avez mentionné que vous étiez originaire de Normandie, demanda Georges, semblant ignorer les machinations de sa femme. C'est exact, de Deauville. Ma famille a une propriété au bord de l'eau là-bas. Rien de trop chic, juste une petite villa que nous avons depuis des générations. J'ai failli m'étouffer avec mon vin. Une petite villa à Deauville transmise de génération en génération valait probablement plus que les maisons de la plupart des gens. Les yeux d'Hélène s'illuminèrent comme le matin de Noël. Elle s'était trouvée une belle fille ayant à la fois de l'argent et un pédigré. Comme c'est charmant, suis-je intervenu en douceur. Deauville est magnifique. Laurent et moi avions cherché des propriétés là-bas quand nous nous sommes mariés, mais nous avons décidé que nous préférions être plus près de la ville pour des raisons professionnelles. C'était un rappel subtil que Laurent et moi avions pris des décisions communes concernant notre vie à deux, mais je pouvais voir Hélène le cataloguer comme une preuve de ma nature pratique et peu romantique. Amélie a toujours été très concentrée sur l'aspect pratique plutôt que sur la beauté, déclara Hélène avec un sourire crispé. C'est admirable, vraiment, à quel point elle est dévouée à son travail. Le compliment empoisonné flottait dans l'air comme de la fumée. Plusieurs personnes autour de la table bougèrent mal à l'aise, reconnaissant la pique subtile, même si elles ne savaient pas trop comment y réagir. J'ai toujours pensé qu'aimer ce que l'on fait nous rend meilleurs dans tous les autres aspects de la vie, répondis-je d'un ton égal. Quand on est épanoui professionnellement, on a plus d'énergie et d'enthousiasme à apporter à ses relations personnelles. Léa a souri sincèrement à cela. Je suis tout à fait d'accord. J'adore l'immobilier parce que j'ai l'opportunité d'aider les gens à trouver la maison de leurs rêves. Il y a quelque chose de si satisfaisant à faire correspondre la bonne personne avec la bonne propriété. Comment déterminez-vous ce qui fait qu'une propriété convient à quelqu'un, a demandé Laurent, et je pouvais entendre le flirt dans sa voix, même si d'autres l'avaient peut-être manqué. Eh bien, dit Léa, s'animant sur le sujet, il faut vraiment écouter ce qu'ils disent et ce qu'ils ne disent pas. Parfois, les gens pensent vouloir une chose, mais ce dont ils ont réellement besoin, c'est de quelque chose de complètement différent. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu la couper avec ma fourchette à dessert. Léa décrivait sans le savoir exactement ce qu'Hélène lui avait fait, la convaincre qu'elle voulait Laurent, alors que ce dont elle avait vraiment besoin, c'était de fuir le plus loin possible de cette famille. Cela ressemble à une vraie compétence, commenta Camille. J'imagine qu'il faut être très perspicace sur les motivations des gens. En effet, acquiesça Léa. Malheureusement, tout le monde n'est pas honnête sur ce qu'il veut ou sur sa situation réelle.
J'ai eu des clients qui m'ont menti sur leur budget, sur leur délai, et même sur leur situation amoureuse. Cela rend le travail beaucoup plus difficile. Laurent s'est figé à ce commentaire, et j'ai vu la mâchoire d'Hélène se crisper presque imperceptiblement. Léa venait de décrire parfaitement, et sans le savoir, sa propre situation. On lui mentait sur la situation amoureuse de Laurent, sur ses délais et sur ses véritables motivations. L'honnêteté est si importante dans toute relation, ai-je dit en regardant directement Léa, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Une fois la confiance brisée, il est presque impossible de la reconstruire. Absolument, dit Léa avec ferveur. Je dis toujours à mes clients que nous pouvons surmonter presque tous les obstacles, à condition d'être honnêtes l'un envers l'autre dès le départ. La conversation devenait presque surréaliste. Léa continuait d'avancer des arguments qui sapaient sa propre position sans s'en rendre compte, tandis que Laurent devenait de plus en plus mal à l'aise et qu'Hélène s'efforçait de ramener les choses vers des sujets plus sûrs. Léa, vous devez nous parler de cette belle propriété avec ces jardins magnifiques que vous avez vendus le mois dernier, s'empressa d'intervenir Hélène. Mais avant que Léa ne puisse répondre, l'oncle Jacques, qui avait tranquillement sifflé son 3e verre de vin, prit la parole. Vous savez, toute cette conversation me rappelle l'époque où j'étais dans l'immobilier. J'ai eu un client une fois qui était marié, mais qui disait à tout le monde qu'il était célibataire. Ça a fait un sacré bazar quand la vérité a éclaté. La table est tombée dans le silence, à l'exception du doux cliquetis de l'argenterie contre la porcelaine. Jacques, le pauvre, a continué sans s'en rendre compte. Le gars se croyait malin, gardant sa femme dans l'ignorance pendant qu'il cherchait un nid d'amour avec sa petite amie. Mais la petite amie a découvert l'existence de la femme. La femme a découvert l'existence de la petite amie, et les deux femmes ont fini par lui prendre une part de sa peau lors du règlement du divorce. Hélène, visiblement embarrassée, dit sèchement, peut-être devrions-nous discuter de quelque chose de plus joyeux. Oh, ça s'est très bien terminé au final, a poursuivi Jacques joyeusement. La femme l'a plumé pour tout ce qu'il valait. La petite amie a compris qu'elle l'avait échappé belle, et les deux femmes ont fini beaucoup plus heureuses sans lui. C'est drôle comme ces choses s'arrangent parfois. J'ai légèrement levé mon verre de vin en direction de Jacques. À la justice rendue, ai-je dit doucement, mais pas assez pour que la table ne m'entende pas. Léa avait l'air de plus en plus mal à l'aise, bien que je ne sois pas sûr qu'elle ait compris pourquoi l'histoire de Jacques était pertinente. Laurent, quant à lui, avait l'air de vouloir ramper sous la table et disparaître. Bien, dit Hélène avec entrain, visiblement désespérée de changer de sujet. Passons-nous au dessert ? J'ai préparé mon fameux gâteau au chocolat fondant. Alors qu'Hélène s'affairait pour servir le dessert, j'ai surpris Karine, la femme du cousin à côté de moi, me lançant un regard plein de sens. Elle s'est penchée et a chuchoté, « Ça va, ma belle ? Tu as l'air un peu tendue ce soir. » Je lui ai souri avec gratitude. Karine avait toujours été observatrice et gentille, ne faisant jamais partie du cercle restreint d'Hélène, mais essayant toujours d'apaiser les tensions familiales. Je vais bien, ai-je chuchoté en retour, je profite juste de la dynamique familiale. Karine a étudié mon visage un instant, puis a parcouru la table du regard. J'ai pu voir la compréhension poindre dans ses yeux alors qu'elle prenait conscience des efforts évidents d'Hélène pour jouer les entremetteuses, de l'inconfort de Laurent et de la participation innocente de Léa à ce qui était clairement un coup monté. « Oh mon Dieu !» a soufflé Karine doucement. « Amélie, as-tu besoin d'eux ?» Je gère la situation, l'ai-je rassuré doucement. Mais merci. Karine m'a serré la main sous la table, et j'ai ressenti un élan de gratitude pour sa gentillesse. Cela m'a rappelé que tout le monde dans cette famille n'était pas complice des manigances d'Hélène. Le gâteau au chocolat était, il faut l'avouer, délicieux. Hélène était peut-être une manipulatrice hors pair, mais c'était aussi une excellente cuisinière. Je me suis surprise à savourer chaque bouchée, sachant que ce serait probablement la dernière fois que je goûterais son célèbre dessert. C'est incroyable, Madame Thibault, s'est enthousiasmée Léa. Seriez-vous d'accord pour partager la recette ? Oh, c'est une recette de famille, a répondu Hélène avec une fausse modestie. Je ne la partage qu'avec les membres de la famille. L'implication était claire. Une fois que Léa aurait épousé Laurent et que je serais hors jeu, elle serait digne de la précieuse recette du gâteau. C'était un petit jeu de pouvoir tellement mesquin, mais qui résumait parfaitement tout ce qui n'allait pas dans la vision du monde d'Hélène. C'est dommage, ai-je dit sur le ton de la conversation. Ça fait 8 ans que je demande cette recette. Je suppose que je n'ai jamais vraiment réussi à intégrer le cercle restreint.
Le commentaire était assez léger pour ressembler à une plaisanterie, mais assez incisif pour mettre plusieurs personnes mal à l'aise. Camille avait l'air mortifié. Georges a froncé les sourcils en regardant sa femme, et même Léa a semblé ressentir la tension sous-jacente. Amélie, tu sais que ce n'est pas à commencer Hélène, mais j'ai levé la main. C'est bon, Hélène. Je comprends. Certaines choses sont réservées aux parents de sang et aux futures belles-filles. L'insistance sur futur était subtile mais sans équivoque. Léa avait l'air confuse, regardant alternativement Hélène et moi comme si elle essayait de comprendre pourquoi une recette provoquait autant de tension. C'est à ce moment-là, en observant la véritable perplexité de Léa et en voyant le sourire satisfait d'Hélène, que j'ai réalisé l'étendue de la cruauté de cette situation. Hélène ne cherchait pas seulement à m'humilier. Elle utilisait Léa pour le faire, tout en gardant Léa dans l'ignorance de son véritable rôle dans la machination. Léa pensait qu'elle était à un dîner de famille pour se faire des amis. Elle n'avait aucune idée quelle était l'arme qu'Hélène brandissait contre moi. Cette prise de conscience a cristallisé ma détermination. Lorsqu'Hélène ferait sa grande annonce, je m'assurerais que Léa comprenne exactement comment elle avait été utilisée, non pas pour la blesser, mais pour la libérer de la manipulation d'Hélène. C'est pendant le dessert qu'Hélène a finalement abattu ses cartes. Voici Léa, a annoncé fièrement Hélène, levant son verre de vin et désignant la blonde à côté d'elle. Elle sera parfaite pour Laurent après le divorce. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme un gaz toxique. Toutes les conversations se sont arrêtées. L'oncle Jacques a failli faire tomber sa fourchette. Camille a eu le souffle coupé. Même Georges, qui n'avait clairement pas été informé du plan de sa femme, semblait abasourdi. Mais j'étais prête. J'ai calmement beurré mon petit pain, prenant mon temps pour l'étaler uniformément, alors que tous les regards de la pièce convergeaient vers moi. Puis j'ai levé les yeux avec mon plus beau sourire. Comme c'est gentil, ai-je dit doucement, en me tournant vers Léa. Vous ont-ils mentionné que la maison dans laquelle Laurent et moi vivons est à mon nom, et qu'il y a un contrat de mariage qui protège absolument tous les actifs importants? Laurent s'est complètement figé, son verre de vin arrêté à mi-chemin de ses lèvres, son visage perdant toutes ses couleurs alors qu'il réalisait le piège dans lequel ils étaient tombés. Le sourire confiant de Léa a vacillé alors qu'elle regardait entre Hélène et Laurent, la confusion remplaçant son calme précédent. Mais je n'avais pas terminé. Je suis curieuse, Léa, ai-je continué, ma voix étant toujours sur le ton de la conversation et amicale. Quand exactement avez-vous et Laurent commencé votre relation? Était-ce avant ou après le gala de charité en juin où Hélène vous a présenté? Le sang a déserté le visage de Léa. Je ne suis pas sûr de ce que vous insinuez. Oh, je n'insinue rien. J'énonce des faits. Comme le fait que vous voyez mon mari depuis 3 mois, ou que vous avez dîné à l'Épicure cette fois ensemble. Ils ont d'excellentes caméras de sécurité, soit dit en passant. Ou que Hélène a organisé de petits dîners intimes où vous jouez à la famille pendant que je suis soi-disant en voyage. La bouche d'Hélène s'ouvrait et se fermait comme un poisson. Amélie, je ne sais pas ce que tu crois savoir, mais ce que je sais. J'ai interrompu la conversation, fouillant dans mon sac à main pour en sortir une pochette cartonnée. C'est que j'ai un détective privé qui est très minutieux dans son travail. Voudrais-tu voir les photos, Hélène? Ou devrais-je simplement raconter à tout le monde la fois où tu as dit à Léa qu'une fois que Laurent aurait divorcé de moi, elle vivrait dans la grande maison et n'aurait plus à s'inquiéter pour l'argent? Le silence dans la pièce était assourdissant. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge comptoise dans le couloir, le léger tintement de la glace dans le verre d'eau de quelqu'un, le halètement à peine audible de Camille. Laurent a fini par retrouver sa voix. Amélie, s'il te plaît. Ne faisons pas ça ici. Pourquoi pas ici, ai-je demandé, sincèrement curieuse. C'est ici que ta mère a choisi de m'humilier devant toute ta famille. C'est ici qu'elle pensait m'obliger à rester assise tranquillement pendant qu'elle présentait ma remplaçante. Donc, cela semble être l'endroit parfait pour rétablir la vérité. Je me suis levé, lissant ma robe rouge, et me suis adressé à la pièce comme si je faisais une présentation professionnelle. Pour ceux d'entre vous qui se posent la question, oui, Laurent a une liaison. Oui, Hélène l'a orchestrée, et oui, il prévoyait de divorcer pour que Laurent puisse épouser Léa et vivre dans ce qu'Hélène appelle la grande maison. Je me suis retourné vers Léa, qui avait l'air de vouloir disparaître dans sa chaise. Le truc, Léa, c'est que cette grande maison, je l'ai achetée avec mon argent avant que Laurent et moi ne nous marions. Et selon notre contrat de mariage, elle reste à moi quoi qu'il arrive à notre couple.
La voix de Léa n'était qu'un murmure. Laurent m'a dit que vous étiez séparés. Il a dit que vous attendiez juste que les fêtes passent pour l'officialiser. Vous a-t-il aussi parlé du compte commun qu'il utilise pour payer vos rendez-vous? Celui que je surveille à chaque transaction, ou du fait que les voyages d'affaires que je faisais et qui vous donnaient du temps seul étaient fictifs? Laurent s'est levé brusquement, sa chaise raclant le plancher en bois. Ça suffit, Amélie. Vraiment, ai-je demandé. Parce que je ne pense pas avoir encore tout couvert. Devrais-je mentionner que tu as dit à Léa que j'étais émotionnellement distante et que nous n'avions pas été intimes depuis des mois? Parce que c'est intéressant, vu que nous étions ensemble il y a 2 nuits. Léa a émis un son de bête blessée et a regardé Laurent avec la trahison dans les yeux. Tu avais dit que tu dormais dans la chambre d'amis. Tu avais dit que tu n'avais pas. Que vous deux n'étiez pas. Il a menti, ai-je dit simplement. Sur beaucoup de choses. Il s'avère que... Hélène a finalement retrouvé sa voix, mais elle est sortie comme un cri perçant. Comment oses-tu venir chez moi et lancer ces accusations? Laurent mérite mieux que quelqu'un qui se soucie plus de son entreprise que de son propre mariage. Tu as tout à fait raison, ai-je acquiescé. Laurent mérite mieux. Il mérite quelqu'un qui soit honnête avec lui. Quelqu'un qui n'orchestre pas de liaison dans son dos. Quelqu'un qui ne le manipule pas pour qu'il trahisse sa femme. J'ai regardé autour de moi les visages choqués des personnes qui me connaissaient depuis 7 ans. Pour ceux d'entre vous qui se demandent ce qui va se passer maintenant, j'ai déjà préparé les papiers du divorce. Ils seront déposés demain matin, mais je voulais que tout le monde connaisse la vérité en premier. Karine, la femme du cousin à côté de moi, a tendu la main et m'a serré la mienne. Amélie, chérie, je suis tellement désolé. Merci, ai-je dit sincèrement. J'apprécie vraiment. Et je veux que tout le monde sache que ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère. J'ai essayé de sauver mon mariage. J'ai essayé de comprendre ce que j'avais fait de mal, comment j'avais échoué en tant qu'épouse. J'ai regardé directement Laurent, qui fixait son assiette comme si elle pouvait lui offrir une porte de sortie. Mais ensuite j'ai réalisé que je n'avais échoué en rien. J'ai été loyal, d'un grand soutien, et aimante pendant 7 ans. J'ai bâti une entreprise prospère tout en soutenant la carrière de mon mari. J'ai essayé de nouer des relations avec sa famille, même quand ils m'ont fait comprendre que je n'étais pas la bienvenue. Hélène a commencé à protester, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas fini. Vous voyez, quand on a sa propre entreprise en gestion de crise, on apprend à anticiper chaque éventualité. Donc, pendant que Laurent planifiait sa nouvelle vie avec Léa, je planifiais la mienne. J'ai glissé la main dans ma pochette et j'en ai sorti une épaisse liasse de papier. Ce sont les copies de chaque transaction que Laurent a effectuée en utilisant nos comptes communs pour ses rendez-vous avec Léa. Les restaurants, les cadeaux, et même la chambre d'hôtel que vous avez utilisée le week-end dernier alors que j'étais censé rendre visite à ma sœur. Léa a enfoui son visage dans ses mains. Laurent avait l'air de vouloir vomir. Le total s'élève à 12 000 € sur 3 mois, ai-je continué, ce qui, selon notre contrat de mariage, constitue une infidélité financière et me donne des motifs pour demander des dommages et intérêts supplémentaires. Georges a finalement pris la parole, la voix rauque d'embarras. Amélie, peut-être devrions-nous discuter de cela en privé. Avec tout le respect que je vous dois, Georges, il n'y a plus rien de privé là-dedans. Votre femme s'en est assurée lorsqu'elle a invité Léa pour m'humilier publiquement. Je me suis tourné vers Léa une dernière fois. Je ne vous en tiens pas entièrement responsable, Léa. Laurent est très charmant quand il le veut, et Hélène peut être très convaincante. Mais vous devez savoir que l'homme dont vous pensiez être amoureuse nous a menti à toutes les deux. Léa a levé les yeux vers moi, les larmes aux yeux. Je suis tellement désolé. Je pensais vraiment. Laurent m'a dit que vous étiez déjà séparés. Elle m'a montré des photos de Laurent ayant l'air malheureux et a dit que vous étiez froide et obsédée par votre carrière. J'en suis sûr, ai-je répondu doucement. Hélène ne m'a jamais approuvé. Mais Léa, réfléchissez à ceci. Si Laurent était prêt à me mentir pendant 5 mois, s'il était prêt à utiliser notre argent commun pour vous offrir des dîners et des sorties. S'il était prêt à laisser sa mère orchestrer une liaison plutôt que d'avoir une conversation honnête avec sa femme sur les problèmes de notre mariage, qu'est-ce que cela vous dit sur son caractère? La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre la chaudière se déclencher au sous-sol. Finalement, Camille a rompu le silence. Amélie, je ne sais pas quoi dire. Je n'avais aucune idée que tout cela se produisait.
Je sais, ai-je dit, ma voix s'adoucissant. La plupart d'entre vous ne le savaient pas. Et je n'en tiens rigueur à personne, mais j'avais besoin que vous connaissiez tous la vérité avant de commencer à entendre la version des faits selon Hélène. J'ai rassemblé mon sac à main et mon dossier, me préparant à partir. Le divorce sera prononcé d'ici 2 mois. Laurent peut rester dans la maison jusque-là, mais après ça, il devra trouver un autre endroit où vivre. Je vais installer mon entreprise dans mes bureaux en centre-ville à temps plein, donc je ne travaillerai plus à domicile. Laurent a finalement levé les yeux vers moi, et pendant un instant, j'ai vu un éclair de l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Amélie, je t'en prie. Ne pouvons-nous pas en parler? Ne pouvons-nous pas essayer d'arranger les choses? Arranger quoi? Ai-je demandé. Laurent, les mensonges, les tromperies, le fait que ta mère a activement saboté notre mariage pendant 5 mois pendant que tu la laissais faire? Il a ouvert la bouche pour répondre, mais j'ai levé la main. En fait, ne réponds pas à ça parce que voici ce que j'ai réalisé ces dernières semaines. Je ne veux pas arranger les choses. Je ne veux pas être marié à quelqu'un qui résout les problèmes en ayant des liaisons. Je ne veux pas faire partie d'une famille qui pense que l'humiliation est une forme acceptable de divertissement. J'ai regardé la pièce une dernière fois. À ceux d'entre vous qui ont été gentils avec moi au fil des ans, merci. Vous me manquerez. À ceux qui ne l'ont pas été, eh bien, vous ne me manquerez pas. Alors que je me dirigeais vers la porte, Léa m'a interpellé derrière moi. Amélie, attendez. Je me suis retourné pour la voir debout, le visage pâle mais déterminé. Je suis désolé. Je suis vraiment, vraiment désolé. Je ne l'aurais jamais fait si j'avais su qu'il mentait. Je vous crois, ai-je dit honnêtement. Mais Léa, vous devez vous demander pourquoi Hélène était si impatiente de briser le mariage de son fils. Et vous devez demander à Laurent pourquoi il était si prêt à la laisser faire. Hélène s'est levée à ce moment-là, le visage rouge de colère et de honte. Espèce de petite prétentieuse moralisatrice. La voix de Georges a tranché la rage de sa femme comme un couteau. Assieds-toi. Tu en as fait assez. J'ai souri à Georges, un homme qui avait toujours été gentil avec moi malgré l'attitude de sa femme. Merci pour ces 7 années de gentillesse, Georges. J'en serai toujours reconnaissante. Et puis j'ai quitté la maison de la famille Thibault pour la dernière fois. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné à 7 heures. C'était Léa. Amélie, j'espère que cela ne vous dérange pas que je vous appelle. J'ai eu votre numéro grâce à... Eh bien, Laurent l'avait dans son téléphone. Il n'y a pas de problème, ai-je dit, surprise par l'appel. Que puis-je faire pour vous? J'ai tout arrêté, a Joël dit simplement. Hier soir après votre départ. J'ai dit à Laurent que je ne pouvais pas être avec quelqu'un capable de mentir aussi facilement à une personne qu'il prétendait aimer. Je suis désolé, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Je sais que vous teniez à lui. Je le pensais. Mais vous aviez raison. S'il pouvait vous mentir pendant 5 mois, que me faisait-il à moi? Et Hélène? La voix de Léa s'est éteinte. Et Hélène? Elle m'a appelé hier soir après mon retour chez moi. Elle était furieuse que j'ai tout gâché en rompant avec Laurent. Elle a dit que j'étais exactement comme vous, trop indépendante et trop difficile. Elle a dit que je ne trouverais jamais un autre homme aussi bien que Laurent. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Eh bien, c'est tout Hélène ça. Le fait est, a continué Léa, j'ai réalisé quelque chose pendant qu'elle me hurlait dessus. Elle ne se souciait pas du bonheur de Laurent ou du mien. Elle voulait juste gagner. Elle voulait prouver qu'elle pouvait briser votre mariage et contrôler la vie de son fils. C'est exactement ça, ai-je confirmé. Je n'ai jamais été le problème, Léa. Et vous n'auriez pas été la solution. Hélène voulait simplement avoir le contrôle. Nous avons discuté encore 15 minutes. Léa m'a dit qu'elle envisageait de retourner à Lyon, que toute cette expérience l'avait laissée avec le sentiment d'avoir été manipulée et utilisée. Je me suis retrouvé à lui donner des conseils sur le fait de faire confiance à son instinct et de ne pas laisser d'autres personnes définir sa valeur. C'était étrange de tisser des liens avec la maîtresse de mon mari sur la façon dont nous avions toutes les deux été manipulées par sa mère. La procédure de divorce s'est déroulée en douceur, exactement comme Sophie Dupont l'avait prédit. Laurent n'a rien contesté, probablement parce qu'il savait que les preuves contre lui étaient accablantes. La maison est restée à moi, ainsi que mon entreprise et tous mes biens personnels. Laurent a gardé sa part de nos économies communes et ses propres affaires.
2 mois plus tard, j'ai croisé Camille au supermarché. Elle avait l'air gênée quand elle m'a vu, mais j'ai souri et me suis approché d'elle quand même. « Comment vas-tu, Camille ? » Je suis tellement désolé, Amélie, pour tout. Pour le dîner de Noël, pour maman, pour Laurent. Je n'en avais aucune idée. Je sais que tu l'ignorais. Comment va Laurent ? Elle a soupiré. Il est retourné vivre temporairement chez papa et maman. Il est assez misérable, en fait. Je crois qu'il commence à réaliser ce qu'il a perdu. Et Hélène ? Camille a eu un vrai rire, bien qu'il ait semblé peiné. Elle raconte à tous ceux qui veulent bien l'entendre que tu as piégé Laurent avec un contrat de mariage et que tu l'as détourné de son véritable amour. La plupart des gens n'y croient pas, surtout depuis que Léa a quitté la ville et a raconté sa version des faits à plusieurs amis communs. Léa l'a fait ? Oui, il y a environ un mois. Mais avant de le faire, elle a déjeuné avec plusieurs des femmes qui étaient au dîner de Noël. Elle leur a tout dit. Comment maman l'avait manipulée. Comment Laurent lui avait menti. Comment elle s'est sentie utilisée par eux deux. J'ai ressenti un élan de fierté pour Léa. Il fallait du courage pour admettre qu'on s'était fait berner, et encore plus de courage pour rétablir la vérité. Je suis contente qu'elle ait trouvé sa voie, ai-je dit. Amélie, a dit Camille d'un ton hésitant. Je sais que c'est probablement trop peu, trop tard, mais je veux que tu saches que certains d'entre nous n'ont jamais approuvé la façon dont maman te traitait. Nous juste. Nous ne savions pas comment lui tenir tête sans déclencher une guerre familiale. Je comprends, ai-je dit, et c'était vrai. Hélène était une femme redoutable qui avait dirigé sa famille par la manipulation et le chantage affectif pendant des décennies. Mais peut-être qu'il est temps que quelqu'un déclenche une guerre. Camille a souri avec amertume. En fait, papa lui mène la vie dure à propos de toute cette histoire. Il était mortifié par son comportement au dîner de Noël. Ils suivent une thérapie de couple maintenant. 6 mois après que le divorce ait été prononcé, j'ai reçu une visite inattendue à mon bureau du centre-ville. Laurent se tenait dans ma salle d'attente, l'air pluvieux et fatigué, tenant un petit bouquet de fleurs. « Je sais que je n'ai pas le droit d'être ici, a-t-il dit lorsque mon assistante l'a fait entrer dans mon bureau. Mais j'avais besoin de m'excuser. J'ai fait un geste vers la chaise en face de mon bureau. D'accord, je t'écoute. Il s'est assis lourdement et a posé les fleurs sur mon bureau. J'ai commencé une thérapie. Une thérapie individuelle, pas la thérapie de couple que maman a suggérée. Et j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé, à ce que je t'ai fait, à ce que je nous ai fait. Et à quelle conclusion es-tu arrivé? Que je suis un lâche, a-t-il dit simplement. Que j'ai laissé ma mère me manipuler pour détruire la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Que j'étais trop faible pour lui tenir tête et trop égoïste pour être honnête avec toi. J'ai scruté son visage, cherchant des traces de l'homme que j'avais autrefois aimé. Pourquoi, Laurent? Pourquoi ne m'as-tu pas simplement parlé si tu étais malheureux? Il a passé la main dans ses cheveux, un geste dont je me souvenais de centaines de disputes. Parce que je n'étais pas malheureux avec toi. J'étais malheureux de moi-même, de mon travail, de l'impression de vivre dans ton ombre, de ne jamais être à la hauteur de ton succès. Alors, tu as eu une liaison. Alors, j'ai eu une liaison, a-t-il acquiescé piteusement. Et j'ai laissé maman me convaincre que c'était de ta faute parce que tu étais trop ambitieuse, trop indépendante, trop concentrée sur le travail. Mais rien de tout cela n'était vrai. Non, ça ne l'était pas. C'était juste de la projection. C'est moi qui étais trop concentré sur le travail, à essayer de faire mes preuves devant papa, à essayer de gagner assez d'argent pour avoir l'impression de te mériter. Nous sommes restés assis en silence pendant plusieurs minutes. Finalement, j'ai pris la parole. Je t'aurais soutenu si tu avais voulu changer de carrière. Tu sais, si tu avais voulu faire quelque chose qui te rendait plus heureux. Je sais, a-t-il dit doucement. Je le sais maintenant. Mais à l'époque, je ne pouvais pas voir au-delà de mes propres insécurités, et maman était si douée pour les nourrir, pour me faire me sentir justifié dans mon ressentiment. Que veux-tu de moi, Laurent? Le pardon, tourner la page, une seconde chance? Il a levé les yeux vers moi à ce moment-là, et j'ai vu des larmes dans ses yeux. Je veux que tu saches que je suis conscient de ce que j'ai perdu. Je veux que tu saches que Léa n'était pas mieux que toi. Personne ne pourrait être mieux que toi. Je veux que tu saches que la plus grande erreur de ma vie n'a pas été la liaison, mais le fait de ne pas apprécier ce que j'avais quand je l'avais.
Et je veux que tu sois heureuse. Vraiment heureuse avec quelqu'un qui te mérite. C'était la chose la plus honnête qu'il m'ait dite depuis des années. Merci, ai-je dit finalement. J'apprécie que tu sois venu ici pour dire cela. Il a hoché la tête et s'est levé pour partir. À la porte, il s'est retourné une dernière fois. Pour ce que ça vaut, Amélie, tu as été magnifique ce soir-là au dîner de Noël. Je n'ai jamais vu personne se comporter avec autant de grâce sous la pression. Après son départ, je suis restée assise à mon bureau pendant un long moment, réfléchissant au pardon, à la page qui se tourne, et à la façon étrange dont la boucle est parfois bouclée dans la vie. 1 an plus tard, je sortais avec un homme merveilleux prénommé Damien Pelletier. Damien est le frère du détective privé. Il s'est avéré que Damien était un chirurgien pédiatrique qui trouvait mon indépendance attirante plutôt que menaçante, qui soutenait mes ambitions professionnelles, et qui trouvait mon histoire sur le dîner de Noël hilarante plutôt qu'embarrassante. Nous dînions au Relais d'Auteuil, le même restaurant où j'avais fait face aux preuves de la trahison de Laurent, quand Damien m'a demandé si je regrettais parfois la façon dont j'avais géré la situation. Tu veux dire, est-ce que je regrette d'avoir tout planifié au lieu de simplement crier et de jeter des objets, ai-je demandé. Je veux dire, est-ce que tu regrettes d'avoir tout exposé devant toute sa famille au lieu de régler ça en privé? J'ai considéré la question sérieusement. Non, ai-je dit finalement. Hélène a choisi de m'humilier publiquement. Elle pensait pouvoir me coincer, m'embarrasser et me forcer à accepter l'infidélité de son fils en silence. Elle pensait que j'étais faible, et je lui ai prouvé le contraire. J'ai prouvé que les actes ont des conséquences, que manipuler la vie des gens pour s'amuser a un prix, que sous-estimer quelqu'un parce qu'on le croit inférieur est un jeu dangereux. Damien a souri et levé son verre de vin. Aux femmes dangereuses et aux hommes assez intelligents pour les apprécier. Aux secondes chances, ai-je rétorqué en trinquant avec son verre. Et à la sagesse de savoir quand quelqu'un en mérite une. En quittant le restaurant ce soir-là, j'ai pensé à Léa, qui était retournée à Lyon et qui réussissait brillamment dans l'immobilier commercial. J'ai pensé à Laurent, qui avait quitté le cabinet de son père pour enseigner les mathématiques au lycée et semblait sincèrement plus heureux. J'ai pensé à Hélène, qui avait perdu sa position de matriarche de la famille après que son comportement au dîner de Noël ait finalement convaincu Georges d'exiger un changement. Mais surtout, j'ai pensé à moi-même, à la femme qui était assise à cette table à manger il y a 1 an, beurrant calmement son petit pain pendant que son monde explosait autour d'elle. Elle avait été forte, stratégique et finalement victorieuse. Elle avait aussi été absolument terrifiée. La vérité est que, s'éloigner d'un mariage de 7 ans, même brisé, a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Tenir tête à Hélène devant tous ces gens avait exigé chaque once de courage que je possédais. Planifier ma vengeance avait été valorisant, mais l'exécuter avait été terrifiant. Mais parfois, être terrifié est exactement ce dont on a besoin pour découvrir à quel point on est vraiment forte. Et parfois, la meilleure vengeance n'est pas de rendre la monnaie de sa pièce, c'est simplement de s'en aller.